Bonjour et bienvenue dans le 22e épisode du podcast En Lien. Ça y est, c'est le dernier épisode de la saison et je suis trop fière de moi. Pardon, je le dis à beaucoup d'épisodes, mais vraiment, j'ai tenu le rythme. J'ai commencé le podcast en août dernier et je sais pas, 22 épisodes, je trouve ça dingue. Je suis trop contente. Normalement, il y aurait dû y en avoir 23 si j'avais vraiment respecté l'intervalle de 2 semaines depuis août. Il y aurait eu 23 épisodes, mais bon, je vais pas chipoter. Je suis vraiment très contente et ce dont je suis le plus contente, c'est surtout l'accueil que vous avez réservé au podcast, enfin les retours que j'ai. Tous les jours, j'ai des messages de votre part. Je suis trop contente en fait. Je vois que ça vous aide vraiment, que ça vous donne des idées pour faire différemment, que ça vous fait prendre conscience que bah ouais, ça peut le quotidien peut changer en changeant de posture. Je crois que voilà, je l'ai tellement répété. Je lis que vous l'intégrez. Je lis beaucoup aussi que ça vous fait déculpabiliser et ça franchement rien que ça, c'est un des buts que je recherchais en créant le podcast. Bon, bref, vous avez compris, franchement, je suis trop contente. Le podcast sera en pause, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de nouvel épisode avant la rentrée, donc avant septembre. Peut-être, si j'arrive à intégrer ça dans ma dernière semaine de congé en août, peut-être que je ferai un épisode pré-rentrée où je vous donnerai des pistes, des clés justement pour que la rentrée se passe de manière le plus fluide, la plus fluide possible. Mais je suis vraiment pas sûre d'y arriver. Donc restez quand même connectés. Et je vais proposer des rediffusions pendant tout le mois juillet et tout le mois d'août des épisodes qui ont le mieux fonctionné sur le podcast. Donc je pense pareil que j'en mettrai un toutes les 2 semaines. Ce que je me suis dit aussi, c'est que donc pendant tout le mois d'août, je vais couper Insta. Je vais désinstaller l'application parce que j'arrive pas en fait à pas checker. À mon pouce et voilà, automatiquement il est guidé dès que j'ai un petit moment de creux ou quoi, il est guidé sur Insta et j'arrive vraiment pas à corriger ça. Il faudrait soit que je vire complètement mon téléphone pendant les vacances, mais j'adore faire des photos, j'adore faire des films de vacances. J'ai pas du tout envie de me priver de mon téléphone, mais je pense que je vais tout simplement désinstaller l'application et on verra ce que ça donne. Je l'avais déjà fait, mais c'était parce que j'étais en surmenage et que c'était au moment où je lançais mon activité et j'ai eu besoin de l'enlever parce que c'était n'importe quoi. Ça n'allait pas du tout. Je me sentais en grande insécurité vis-à-vis du travail. Et donc c'était un peu de l'instinct de survie. Là, non, c'est plus pour me désintoxiquer. Et d'ailleurs, je vais, je pense, forcer ma fille aînée à virer les réseaux sociaux. Alors, elle a déjà fait pendant des périodes spontanément toute seule, parce qu'elle sentait que c'était too much et que c'était compliqué. Il y a un truc dans les algorithmes qui nous rend addicts et à un moment donné, si on n'y arrive pas, on passe par le système le plus simple, c'est virer les trucs et puis on voit ce que ça donne. Mais je pense qu'on va faire ça. J'en ai déjà parlé. Alors je dis forcer, mais en réalité, elle est pas contre parce que je pense que c'est pareil. Elle va avoir besoin de couper et on va être avec nos amis, avec la famille, avec plein de gens qu'on aime et tout. Et puis voilà, vivre les moments quand ils arrivent et pas forcément essayer de regarder la vie des autres. Moi, je dis souvent, t'as pas besoin de regarder la vie des autres et voilà, vis la tienne. Et bon, bref, on verra bien. Ma seconde a pas de réseaux sociaux, elle avait WhatsApp. Il y a eu quelques petits couacs, donc on a viré WhatsApp. Je vous en parlerai peut-être dans des épisodes, peut-être même un épisode avec elle si elle est d'accord, parce que l'expérience WhatsApp, c'est une expérience à part entière. Je sais pas si vous êtes au courant d'ailleurs les parents, je commence déjà à digresser mais partir dans tous les sens, ce n'est pas du tout le thème de l'épisode, vous l'avez vu dans le titre, mais c'est pas grave. WhatsApp est un réseau social. Sur WhatsApp, on peut faire des stories, sur WhatsApp, on peut faire des mini-vlogs, etc. Et comme tout réseau social, peut y avoir des couacs. Donc je pense que je pourrais en revenir sur ce sujet plus en profondeur si elle est d'accord et même si elle a envie d'enregistrer un épisode avec moi pour vous montrer un peu ce que c'est la face cachée de WhatsApp et peut-être comment ça se passe pour un ado de l'intérieur. Ma seconde a 12 ans, elle aura 13 ans à la rentrée. Voir un peu ce qui se passe de l'intérieur. J'ai la chance, et ça, je sais que c'est parce que j'ai changé de posture et qu'il y a beaucoup d'écoute, d'empathie, de non-jugement. Dans la famille, la chance que mes enfants me parlent énormément, la chance d'être très régulièrement leur confidente.
Et je recherche pas particulièrement ça, hein, ça se crée comme ça parce que voilà, le changement de posture fait que y a de la confiance, il y a de la sécurité, bref, bon, ouf. Allez, arrêtons, je vous en reparlerai encore dans plein d'épisodes, mais réellement, le changement de posture, ça change tout dans les relations, dans la famille et même avec leur père. C'est un truc de ouf. Je pense que très peu de pères sont aussi au courant de la vie de leurs ados, leurs ados filles qui plus est, alors ados garçons, je sais pas, pour l'instant mon petit dernier n'est pas encore ado, mais je trouve ça tellement beau quand je vois mes filles se confier à leur père, être écoutées par leur père, parce que c'est même pas des conseils, on écoute, on réfléchit, on met de l'intelligence en commun, on moralise pas, bref. Je trouve ça trop beau. Franchement, ce qu'on a créé dans notre famille, c'est ce que j'essaie c'est pas ce que j'essaie, c'est ce que je transmets lors des accompagnements, que j'essaie de vous transmettre aussi lors des épisodes de podcast, dans mes posts. Mais ça, bon, c'est à vivre. Et bref, j'en reviens à mes moutons. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, peut-être que j'enregistrerai pendant le mois d'août, si ça me vient spontanément, des épisodes capsules, vous voyez, un peu des retours de la vraie vie, des retours d'expérience avec mes enfants, de peut-être ce que j'observe dans mon entourage, avec les parents que je vois, etc. Alors pas avec les parents que je suis en coaching parce que ça reste de l'ordre du confidentiel, même si ça m'arrive parfois de sortir des petites situations, mais ce sont des situations très généralistes. Voilà, je rentre jamais dans le détail, mais voilà, peut-être que j'aurai des petits épisodes comme ça de 5-10 minutes où je vous parle comme je parlerais à une copine, enfin un peu en mode journal intime, je sais pas, j'ai cette idée-là qui a émergé. Peut-être que ça viendra, et puis donc c'est pour ça que je vous dis restez connectés sur le podcast parce que j'en parlerai pas du coup sur Insta parce que si je tiens parole, j'aurai supprimé Insta pendant tout le mois d'août. J'en reviens à l'épisode du jour. Vous l'avez vu dans le titre, on va parler des séparations à la rentrée, mais aussi tout au long de l'année, parce qu'il y a la période de rentrée où ça peut être vraiment compliqué, les séparations avec les enfants, parce qu'il y a eu l'été, enfin voilà, il y a une nouvelle classe, nouvelle maîtresse, nouvelle routine, etc. Donc il peut y avoir beaucoup de pleurs et des difficultés à se séparer de ses parents, et pour les parents aussi c'est très compliqué. Mais, je sais de quoi je parle, ça peut être aussi tout au long de l'année. Alors, souvent on dit que les pleurs s'arrêtent à partir des vacances de la Toussaint pour les enfants qui ont le plus de difficultés. Moi, j'ai vécu, je pense, plusieurs années scolaires avec l'un de mes enfants où les pleurs étaient quasiment tous les matins. La difficulté était très très quotidienne, je dirais. Il n'y avait pas de ça s'arrête à la Toussaint ou ça s'arrête en décembre. Et en fait, ça s'est arrêté quand j'ai changé de posture. Voilà, donc on va essayer de creuser tout ça ensemble. Donc dans cet épisode, on va aller voir ce qui se cache réellement derrière les difficultés lors des séparations. On va voir plusieurs choses. D'abord, pourquoi certains enfants sont très très perméables aux pleurs, aux cris le matin, alors que d'autres enfants, pour avec eux, ça se passe comme une lettre à la poste, il n'y a vraiment aucune difficulté. Pourquoi nos propres réactions, sans faire exprès, parfois peuvent renforcer l'anxiété et donc nous mettre des bâtons dans les roues et alimenter un espèce de cercle vicieux. Et surtout, on va réfléchir à ce qui aide vraiment nos enfants à vivre ces séparations de manière plus sereine et pas faire comme moi, c'est-à-dire des années sans arriver à s'extraire de ça, mais aussi parce que, vous allez voir, je vous dirai pendant l'épisode. Le premier point à comprendre, je pense, et le plus important, c'est que votre enfant ne fait pas ça pour vous faire vivre un rapport de force. S'il pleure tous les matins, il ne fait pas exprès. Il n'essaie pas de vous manipuler, il n'essaie pas de vous amadouer, il n'est pas en train de vous tester, il essaie de retrouver sa sécurité. C'est une question de sécurité et pas d'autorité ou de manipulation. Pour nous, en tant qu'adultes, l'école, c'est un endroit banal. En plus, on y est passé quand on était petit. Pour nous, l'école, c'est quoi? C'est rien. On vient récupérer notre enfant à 16h30. On est rassuré vis-à-vis de l'environnement. C'est un environnement qu'on connaît. Peut-être que s'il y a des aînés, on connaît très bien le corps enseignant, on connaît très bien l'encadrement et les locaux. Donc, pour nous, c'est tout à fait banal et rien de particulier. Mais pour l'enfant, c'est complètement différent. Rappelez-vous que son cerveau est programmé pour rester proche de sa figure d'attachement, donc de la personne qui le sécurise le plus au monde,
c'est-à-dire vous parents. C'est le rôle du système d'attachement, c'est normal, c'est comme ça qu'on est programmé pour survivre. On doit s'attacher pour se sentir en sécurité et pouvoir se détacher. Et ça prend du temps. Donc quand notre enfant est loin de nous, il est un peu en alerte, en alarme, comme un système d'alarme qui se déclenche dans son cerveau. Et cette alarme, ce sont les pleurs. Et c'est jamais un caprice, au grand jamais un caprice. Vous pouvez vous ôter cette idée de la tête, la prendre, pouf, la rouler en boule, la jeter. Ce n'est pas un caprice, c'est une alarme qui dit « Pour l'instant, je me sens pas tout à fait en sécurité ». J'ai besoin de sécurité pour me détacher. Et vous allez me dire, ok, très bien, mais tu me parles de sécurité, tu me parles du système d'attachement des enfants au sens large, alors pourquoi certains enfants n'ont aucun souci et ne pleurent jamais le matin et mon enfant me fait des crises tous les matins. Alors déjà, dites-vous que l'enfant que vous avez vu courir les bras ouverts, retrouver sa classe, son enseignant, c'est pas dit que le lendemain, il soit pas dans l'état de votre enfant. Et pourquoi les enfants fonctionnent comme ça? Parce que ça dépend de tout un tas de choses. Votre enfant n'est pas pire ou mieux que l'autre. Chaque enfant a un tempérament différent en fonction de ce qu'il est en train de vivre, de sa fatigue, des événements personnels de la vie de famille. Est-ce qu'il y a un petit frère, une petite sœur qui va bientôt arriver? Est-ce que vous, parents, êtes particulièrement tendus? Est-ce qu'il y a un déménagement qui est prévu? Enfin, toutes ces choses-là, plus le tempérament et la fatigue aussi, font que ça va être plus ou moins facile de se séparer, de se détacher. Et c'est pour ça que deux enfants qui peuvent vivre exactement la même chose, c'est-à-dire être déposés le matin par leurs parents pour commencer leur journée d'école, ne vont pas forcément réagir de la même manière. Autre chose qu'il est important de comprendre, c'est la permanence de l'objet. À la fin de la première année de vie de votre enfant, il commence à comprendre que le parent existe même quand il n'est plus avec lui-même en dehors de sa présence. La première année, souvent, il y a beaucoup de parents qui rapportent que c'est très compliqué parce que dès qu'ils sortent d'une pièce, l'enfant est paniqué. Beaucoup les mamans, les papas aussi parfois, disent je suis vampirisé par mon enfant, je peux pas quitter la pièce ou le poser sans qu'il se mette en crise, sans qu'il panique. C'est tout à fait normal. C'est parce que quand il vous voit plus, il a l'impression que vous n'existez plus. C'est pour ça qu'il a besoin vraiment du contact visuel et même du contact physique pour se sentir en sécurité. Donc après la première année, voilà, dans le cerveau se passe plein de choses, le développement fait son job et l'enfant commence à comprendre que même s'il n'est plus en votre présence, vous existez toujours. En revanche, quelque chose qui n'est pas du tout acquis, c'est la notion du temps qui passe. Donc, quand nous, on va lui dire « Mais tout va bien, on se revoit tout à l'heure, ne t'inquiète pas, je te récupère à 16h30, on se revoit à la pause entre midi et 2, je te récupère au goûter. » Pour lui, ça veut rien dire, il n'a aucune notion du temps qui passe, il ne sait pas ce que vous êtes en train de lui dire. Donc, qu'est-ce qu'il fait le cerveau quand il assimile pas ce qu'on est en train de lui dire? Eh bien, il cherche à rester en contact avec vous, avec sa figure d'attachement. Bah oui, il comprend pas qu'il va vous retrouver après, donc il veut pas vous quitter. Et c'est ça qui peut parfois renforcer l'anxiété parce que vous n'avez pas conscience, on n'a pas conscience, je me mets dans le lot. J'ai fait ça pendant tellement de temps avant de comprendre que ça sert à rien d'essayer de le rassurer en lui disant on se retrouve à 16h30. Et pourquoi on fait ça? Pourquoi on essaie de le rassurer comme ça prématurément? Parce qu'en fait, ce qu'on a besoin dans ces moments-là, c'est pour se rassurer nous-mêmes qu'il arrête de pleurer. C'est terrible de laisser son enfant et de se dire il est en train de pleurer, d'avoir cette projection de je le laisse, il est pas bien, comment va se passer le reste de la journée, est-ce qu'il va être bien? Parce qu'au fond c'est ça qui est difficile. Pourquoi on veut qu'ils arrêtent de pleurer? C'est parce que ça nous active dans nos peurs, ça nous active dans notre instinct protecteur. Donc on veut qu'il arrête. Et pour qu'il arrête, on est à peu près à tout. On négocie, on fait un peu de chantage, si tu es sage, si tu pleures pas, je te donnerai une glace ce soir en rentrant, on prévient à l'avance, avant de partir de la maison, oui, tu sais, hier ça s'est passé comme ça, j'aimerais que ça se passe autrement, si t'es sage, on va faire ça, on ira au parc, ou on achètera telle chose, ne pleure pas ce matin, t'es prévenu, on se l'est dit, on s'est promis, c'est pas la peine de pleurer. Et en fait, on n'arrive pas à se mettre en lien, c'est pour ça qu'on part dans le chantage, la menace parfois, parce que quand ça fait 50 fois qu'on vit ça le matin et que y a rien qui change, on menace, j'en ai marre, c'est toujours pareil le matin, t'es insupportable, tu fais des caprices.
c'est hyper contre-productif. Et encore une fois, c'est ce que j'ai fait pendant tant d'années avec l'un de mes enfants avant de comprendre que c'est pas du tout la bonne posture. Ce qu'il est intéressant de faire dans ces moments-là, c'est de se sécuriser soi-même. Notre enfant pleure, c'est normal. Il a besoin de sortir ce qui est difficile pour lui. Ne pas essayer de l'empêcher de pleurer, lui permettre de sortir de ce qui est difficile pour lui. Dans ces moments-là, essayez de vous dire que le fait qu'il pleure, ce n'est pas négatif. Voyez ses pleurs de manière différente. Il est en train d'extérioriser quelque chose qui est difficile pour lui. Il est en train d'extérioriser son insécurité. Si je garde une posture de parent confiant en me disant oui, en lui disant t'as le droit de pleurer mon amour, c'est difficile, t'aurais eu besoin de rester avec maman, t'aurais eu besoin de rester avec papa, t'as le droit de pleurer, vas-y. Et je vais te laisser avec la maîtresse ou le maître, vous faites un deal avec la maîtresse ou le maître, hein, vous en parlez avec eux, vous parlez de votre posture et du fait qu'il va prendre l'enfant en charge de manière douce et de faire une transition d'adulte à adulte confiant. Regarde, je te laisse avec la maîtresse, je sais que c'est compliqué et on se retrouve plus tard. Et vous partez calmement, confiant. Chose à éviter, c'est de regarder par la fenêtre. Je sais qu'on a tous envie de faire ça, on a tous envie de voir si c'est calmé rapidement, on a tous envie de se rassurer. C'est contre-productif parce que probablement que votre enfant va vous voir et puis vous, ça va pas vous rassurer. Ayez confiance en ce processus de je suis calme et serein, je me rassure, ça va aller. Il est en sécurité, vous le savez, il est en sécurité à l'école. Si vous sentez qu'il y a des insécurités, c'est autre chose, c'est un autre sujet, c'est pas le sujet du jour. Je sais qu'en plus il y a eu toutes ces problématiques autour du périscolaire et de tout ce qu'on entend depuis un moment, donc bon, c'est encore un autre sujet. Mais je le laisse, je suis confiant, il a le droit d'être en difficulté, il a le droit, je vais le récupérer. Et quand je le récupérerai, on sera de nouveau en lien, on se reconnectera, je pourrai le rassurer. Et revenir peut-être sur la situation, tu vois, ça a été dur pour toi mon cœur et on s'est retrouvés. Et puis on fait des câlins et puis ça va aller, je suis là pour toi. Tant que ce sera nécessaire pour toi, je te sécuriserai le matin et tu auras le droit de pleurer. Tu auras le droit de dire que c'est dur pour toi. Tu auras le droit de pas avoir envie et j'essaierai pas de t'empêcher de ressentir ce que tu ressens. Et dites-vous quelque chose d'important. S'il pleure, ce n'est pas parce que vous faites mal les choses. S'il pleure, c'est parce qu'il a besoin d'extérioriser ses difficultés, c'est sain, c'est nécessaire pour pouvoir tourner la page et petit à petit, un jour après l'autre, un pas après l'autre, se sentir de mieux en mieux, mais aussi parce qu'il aura senti votre sécurité et votre posture confiante. Moi, ce que je faisais et qui était complètement contre-productif et qui du coup a fait que ça a duré des années, c'est empêcher. Dire non, tu n'as pas le droit de pleurer. Alors, je disais pas avec ces mots-là, mais quand je faisais du chantage, quand je menaçais, quand j'étais patiente, parfois oui, parfois non, quand j'étais en panique, quand je savais plus quoi faire, quand j'avais peur du regard des autres, parce qu'il y a ça aussi, le regard des autres qui peut être compliqué quand notre enfant fait une crise devant l'école. Moi, je me rappelle avoir passé une période où du coup, je commençais à changer de posture et donc j'accueillais ses pleurs. J'étais sur les marches devant l'école parce que c'était en primaire, hein, donc je vous dis, ça a duré vraiment longtemps, à attendre, à prendre dans les bras et à rester confiante. Oui, je vais te laisser à l'école. On va pas céder, ce n'est pas possible, mais je suis là pour toi. Et ça va aller mon cœur. Pleure, t'as besoin de pleurer. Et j'amenais jusqu'à la porte de l'école, devant les parents qui regardaient mais qui au fond ne jugent pas. C'est que ils nous voient en difficulté. Je pense qu'il y a plus de compassion qu'autre chose. C'est pas du jugement. Énormément de parents passent par là. Et donc, laisser confiante. C'est difficile pour mon enfant ce matin et les maîtresses, les maîtres qui faisaient très bien leur job, qui prenaient, qui accueillaient calmement, ils ont l'habitude. Alors, je suis tombée plusieurs fois sur des maîtresses qui n'avaient pas forcément la bonne posture, avec le recul, je sais, et qui disaient allez, viens, je te prends, allez, partez, madame, partez. Je pense que ça se fait de moins en moins parce que maintenant, voilà, il y a beaucoup de profs qui s'intéressent à tout ce qui est l'attachement, etc. Donc,
Non, c'est pas la bonne solution de partir en douce, ça crée encore plus d'insécurité. Votre enfant, il a besoin que vous soyez confiant, que vous le laissiez en conscience et de voir que c'est pas insécurisant, que vous n'êtes pas insécurisé, que vous êtes droit dans votre posture et que tout va bien pour vous et que lui, il peut avoir confiance en le fait que ça va bien se passer aussi à l'école. Donc partir en douce, c'est pas une bonne option. J'ai aussi vécu la maîtresse qui disait «Oh, bah tu vas pas pleurer, regarde maman, elle est triste parce que tu pleures, c'est pas bien, tu vas pas laisser maman triste pour aller au travail.» Bon, là, c'est le monde à l'envers. Le parent, c'est l'adulte. Le parent, il sait réguler ses émotions. On laisse notre enfant avoir le droit de ressentir ce qu'il ressent et on n'essaie pas de le faire culpabiliser en lui disant regarde tu fais du mal ou de la peine à ton parent. J'ai quand même envie de vous donner quelques petits tips, même si vous savez que quand vous arrivez à développer une posture empathique, une posture en lien, il n'y a pas vraiment besoin que moi je vous dise vous devriez faire ci ou ça ou que je vous donne des trucs tout prêts parce que ça, plus on le développe, plus on l'a en soi et ça vient naturellement et ça vient surtout avec qui on est et ce qui est important dans la relation avec notre enfant, dans notre famille, dans nos façons de faire, notre personnalité. Donc, je vais vous donner quelques petites choses comme ça que vous pourrez piocher, voir si ça vous convient. Mais moi, ce que je vous encouragerais toujours à faire, c'est développer votre posture empathique. Avant de vous donner ces petits points-là qui peuvent vous aider, ces petits tips, j'ai juste envie de vous parler de quelque chose. Mettez-vous à la place de votre enfant. Moi, il y a vraiment un truc qui a été compliqué dans ma vie d'adulte. Et, pourtant, j'étais adulte. Hein. C'est à chaque fois que j'ai pris un nouveau poste. Donc, je travaillais en banque. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que ma première vie, c'était de travailler en banque. Et donc, à chaque fois que j'ai pris un nouveau poste, j'ai été hyper stressée. J'ai été hyper anxieuse parce que la nouveauté, nouvelle agence bancaire, nouvelle équipe, nouveaux clients, nouvelle responsabilité, nouveau poste. Donc, il y a toujours eu une période comme ça où c'était très compliqué. Et ce que je vous propose de faire pour aussi arriver à développer votre empathie, c'est essayer de vous mettre à la place de votre enfant. Peut-être aujourd'hui, dans votre vie d'adulte, vous avez eu des moments comme ça où vous vous êtes senti hyper anxieux, mais parce qu'en insécurité, parce que l'inconnu. Et rappelez-vous, remettez-vous dans ces baskets-là de je suis dans l'inconnu, je suis un peu anxieuse. De quoi j'aurais eu besoin? Moi, je vous dis comment je faisais, mais je pense qu'on est très très nombreux à fonctionner comme ça. C'est que moi, j'avais tendance à pas me connecter à ce que je ressentais et à être mal, à être hyper irritable, hyper désagréable avec ma famille, avec mes enfants, parce que j'étais en prise de poste et que j'étais stressée, à mal dormir, à avoir mal au ventre, à pas savoir pourquoi. Et en fait, tout simplement, parce que c'était normal, c'était un nouvel environnement, un environnement au départ insécurisant parce que nouveau, donc par défaut insécurisant, mais que j'allais apprendre à apprivoiser et peu à peu ça allait aller mieux. Donc moi j'aurais eu besoin, là, dans ces moments-là, qu'un adulte me dise « je suis là ». C'est dur pour l'instant et t'as le droit de passer par cette phase où c'est compliqué. Ça va aller. Fais-moi un câlin. Franchement, quand j'y pense, je me dis, j'aurais eu presque besoin de ma maman euh, et d'être rassurée comme une enfant. Ouais, ça va pas pour toi. T'as le droit, ma chérie. Viens, je te fais un câlin. Et j'essaye pas de solutionner à ta place. J'essaye pas de te rassurer prématurément. Non, je suis là pour toi et je suis confiante. Et je te transmets par la confiance que j'ai en toi et que j'ai en moi la capacité de traverser ça de manière plus douce. C'est de ça dont on aurait eu besoin. Et autre chose, autre expérience que vous pouvez expérimenter pour essayer de développer votre empathie, vous mettre à la place de votre enfant, c'est vous remettre dans vos baskets d'enfant. Comment c'était pour vous les séparations quand vous étiez petit? Rappelez-vous, vous avez 3, 4 ans, c'est la rentrée ou c'est une nouvelle classe, une nouvelle école, vous quittez maman, vous quittez papa le matin. Comment ça se passe? Comment c'était pour vous? Est-ce que vous arrivez à vous remémorer ces moments-là? Comment c'était l'école pour vous? Est-ce que vous étiez à l'aise? Est-ce que c'était un endroit où vous vous sentiez en sécurité? Comment c'était les séparations? Moi, quand je repense à ça, je vois ma fille en fait. Je vois exactement tout ce qu'elle a fait, je l'ai fait. Et je pense que c'était d'autant plus difficile parce que, à mon avis, ça venait réactiver quelque chose chez moi que j'avais déjà vécu et que je ne voulais pas qu'elle vive. D'où
l'envie de mettre ce couvercle sur ses émotions, de l'empêcher de ressentir ça. D'un côté, c'est un peu l'instinct protecteur, le besoin de la protéger. Sauf que c'est contre-productif, parce qu'empêcher de ressentir, c'est pas aider, c'est graver l'insécurité finalement. Donc quand je me remets dans mes baskets de petite fille, je sais que c'était dur, les séparations, j'ai pleuré et pleuré, c'était très compliqué. Et que faisait ma maman? Elle faisait exactement ce que je faisais avec ma fille pendant des années. On reproduit quand on se questionne pas, quand on n'essaye pas de changer de posture, quand on ne réfléchit pas à ce qu'on a vécu et ce qu'on aurait eu besoin d'avoir pour se sentir mieux, on reproduit. Et c'est absolument pas de la bêtise, ce sont des schémas qui sont inscrits profondément. Et pour arriver à les déconstruire, à les réparer, à faire différemment, faut faire un pas de côté. Faut réfléchir à tout ça, à ce qu'on a vécu et ce qu'on aurait eu besoin de vivre. Voilà. Maintenant, je vais vous donner quand même les tips parce que peut-être que ça va aussi vous aider et que vous allez avoir des petits trucs qui vont émerger, qui vont dire oui, ça je prends, ça me correspond, ça je trouve que c'est pas mal. Dans ce qui peut aider, la première chose qui me semble intéressante, c'est de préparer la séparation et de ritualiser. Vous savez que les rituels, ils sont très sécurisants pour les enfants. Les rituels, ils sont pas tant, je trouve, intéressants pour l'autonomie. Souvent, on dit, bon voilà, si tu fais des rituels, des routines, etc., tu apprendras à ton enfant à devenir autonome. Moi, je le vois vraiment comme quelque chose le rituel de sécurisant. Et c'est dans la sécurité que se crée aussi l'autonomie, que s'apprend l'autonomie. Donc créer des petits rituels, tous les matins faire un petit peu la même chose. On se lève par exemple le matin, on fait le gros câlin. C'est difficile ce matin mon amour, est-ce que t'as besoin que je te porte pour sortir du lit? Est-ce que t'as besoin que je t'amène tes vêtements dans le lit? Est-ce que t'as besoin que je t'aide à t'habiller, quel que soit l'âge de l'enfant? Le lien, la sécurité, je suis là, je te remplis de ma présence. Pour le petit déjeuner c'est pareil. Peut-être un petit rituel sur la préparation du petit déjeuner, ce qu'on propose à l'enfant, que ce soit à peu près toujours la même chose. Pareil pour quand on passe à la salle de bain. Nous, c'est dans cet ordre. Alors, vous l'aurez compris, chacun a son ordre de préparation. Nous, c'est toujours un peu la même chose. C'est très sécurisant de faire toujours un peu la même chose. Et quand on peut pas le faire, c'est pas grave. Voilà, je sais qu'il y a des parents qui ont pas la possibilité de créer ce genre de rituel. C'est pas grave. Gardez en tête le lien et la sécurité. Et on peut expliquer le déroulé de la journée à l'enfant en prenant par exemple des repères dont il a conscience. Tu te rappelles, vous allez faire ça ce matin, puis après tu vas avoir la pause, le repas. Est-ce que tu veux qu'on regarde ce que tu vas manger à la cantine? Et puis après vous allez faire une petite sieste et ensuite ce sera presque l'heure des parents. Et petit à petit comme ça, en expliquant le déroulé des journées, ça va petit à petit s'ancrer. Un truc aussi que je trouve assez chouette, c'est de projeter sur les retrouvailles. Et puis quand on va se retrouver, on pourra faire ça. Voilà, je vais te récupérer, on fera un gros câlin. Oui, vous savez, moi je suis Madame Câlin et mes enfants sont hyper câlins. Voilà, c'est un vrai bonheur, mais le câlin pour nous, ça désamorce énormément de choses. Même pour l'enfant, l'un de mes enfants avec lequel c'était pas du tout gagné et je me disais c'est pas possible, cet enfant n'est pas câlin. Besoin de proximité me semblait pas là et en réalité je me trompais complètement. Avant la proximité physique, il fallait passer par le lien sécurisé et je peux vous dire que la proximité physique aujourd'hui elle y est et il y avait en réalité un très grand besoin. Bref, mon amour, je te récupère. On va faire un gros câlin et puis on fera le goûter. Je te préparerai ça pour le goûter ou je t'aurai apporté ça pour le goûter. Ou qu'est-ce que tu aimerais manger pour le goûter? Et puis après, on fera peut-être un petit jeu, projeter des retrouvailles positives. Et j'ai hâte de te retrouver pour qu'on fasse tout ça. Ça crée du baume au cœur, ça fait du bien. Il y a aussi des petits rituels qu'on voit beaucoup sur les réseaux, faire le petit cœur sur la main. En fait, pourquoi ça peut être intéressant? C'est un rituel pour sécuriser. Tous les matins, on fait la même chose et tu as besoin. J'ai compris que tu as besoin de garder un truc de moi, un lien ou un chiffon avec mon parfum ou autre. Tu en as besoin, j'ai compris que ça te sécurise, donc je le fais. Je te montre que j'ai compris ce dont tu as besoin. Je te montre que j'ai compris que c'est difficile pour toi. C'est en ce sens que c'est intéressant, ces petits rituels-là. En soi, un cœur sur la main, voilà, ça change pas grand-chose. Et c'est pour ça que
un cœur sur la main ou autre chose qui vous vient, qui vous parle, qui correspond plus à votre personnalité, à l'ADN de votre famille. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire ou en MP. Qu'est-ce qui correspond à l'ADN de votre famille? Qu'est-ce que vous faites déjà ou qui vous vient là quand je vous dis ça, qui correspond à votre famille, à vos enfants, à vous de manière individuelle. Et il y a aussi un truc qui peut être chouette. Alors, très sincèrement, je l'ai vu beaucoup passer sur les réseaux sociaux. Moi, je trouve que ça peut être intéressant. Je ne l'ai jamais fait avec mes enfants. Mais si vous l'avez déjà fait aussi, ça vous tente de le faire, c'est jouer les séparations avec les bonhommes, soit avec des Playmobil, soit avec des peluches. Oh, c'est toujours pareil. L'idée, c'est de montrer à notre enfant qu'on a compris que c'est quelque chose qui est difficile pour lui et qu'on n'essaie pas de faire taire. On se met en lien. L'idée, c'est pas parce que j'ai fait tout ça que j'attends de mon enfant qu'il ne pleure pas. Peut-être que j'ai fait tout ça, que je me suis donné du mal et qu'il va pleurer. Et c'est ok. Ça me fait rire dès que je dis c'est ok, parce que mes filles, elles se moquent de moi, parce qu'apparemment, il y a une ref sur TikTok. À chaque fois que j'ai ce tic de langage, ça me fait penser à elle. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bon, voilà, je conclus, comme à chaque fois, tous mes épisodes. Ce qui marche en réalité, c'est se mettre à la place de l'enfant, se remémorer comment c'était pour nous, se remémorer comment c'est pour nous aujourd'hui et ne se sortir de la tête, changer de regard sur les comportements. Ce n'est pas un caprice. Il ne fait pas ça pour me rendre chèvre. Il n'essaie pas de me faire tourner en rond. Il y a quelque chose dans ce comportement haut de l'iceberg. Je pleure qui cache un besoin. Le besoin très souvent, c'est la sécurité. Comment je fais pour le sécuriser ? Sans me dire à tout prix, je veux le faire arrêter de pleurer, que je veux l'empêcher de ressentir. C'est ça le piège aussi, c'est quand on veut empêcher de ressentir. Non, là c'est plus sécurisant, on se déconnecte du besoin et on va partir dans le rapport de force, la menace ou autre. Bon, vous l'avez compris, je ne vais pas tout rabâcher. J'espère que cet épisode vous aura plu. Il est dense. Je vois sur la caméra ça fait déjà 42 minutes. Bon, je vais le couper, à mon avis, il sera beaucoup plus court. Mais réécoutez-le juste avant la rentrée, 1 ou 2 semaines à la rentrée, pour vous réimprégner de cette empathie dont je parle tant et vous mettre à la place de votre enfant. C'est ça qui créera beaucoup de sécurité et beaucoup de liens. Je vous dis dans 2 mois pour le premier épisode de la nouvelle saison. Et en attendant, n'hésitez pas à venir me dire comment c'est pour vous. Voilà, tous ces épisodes, un petit peu le bilan de cette année de podcast. Ça me fera très plaisir de vous lire. Je vous dis à très bientôt.